Il s'appelle Christian Estrosi. Bienvenue. Je suis ravi de vous recevoir sur l'antenne de Radio Classique et sur celle de LCI. Est-ce que vous considérez, Christian Estrosi, que la ministre de la Famille doit démissionner? C'est pas une manière pour moi de la pousser dans le ravin, mais est-ce qu'elle pose un problème politique? Vous auriez pu poser cette question à propos de bien d'autres ministres. Je crois que c'est tout simplement le président de la République qui aujourd'hui doit se remettre en cause. Nous voyons qu'il ne cesse d'aller de reculade en reculade, qu'il n'arrive plus à maîtriser ni une zizanie gouvernementale, ni une zizanie à l'intérieur de son propre parti politique. Et donc c'est même plus le problème. C'est plus le problème d'un ministre aujourd'hui. Nous voyons bien que... Copé avait demandé la démission de Sapin sur les questions du chômage, alors on se demande pourquoi ne pas demander la démission de Bertinotti sur celle de la famille. Je ne vous pousse pas à le demander, mais j'essaie de réfléchir avec vous ce matin. Oui, mais enfin, moi, je n'appartiens pas à la catégorie d'homme politique qui se dit... voilà, il y a un problème, il faut que je demande la démission du ministre. Le problème, c'est qu'il y a aujourd'hui un président de la République qui a nommé un gouvernement et qu'il doit faire face à ses responsabilités. Les textes de loi sont bien présentés au Conseil des ministres sous sa présidence. Mais il n'y en a plus. Hein, il n'y en a plus. Voilà. Donc, voilà. Mais est-ce que vous considérez justement, parce que vous avez Louis Fine... Je pense que ce n'est pas l'initiative de tel ou tel ministre. Pour avoir été ministre, je sais très bien qu'avant de proposer ma réforme sur la Poste, qui marche très bien aujourd'hui d'ailleurs, et bien d'autres réformes encore, à chaque fois, il y avait un débat transversal arbitré par Matignon et par le président de la République. Est-ce que vous considérez, puisque je le disais, vous avez Louis Fine justement sur le plan politique, que c'en est terminé, cette loi? Parce qu'il y a maintenant des gens qui disent oui, c'en est terminé pour cette année, mais est-ce que vous considérez que c'est fini, définitivement fini? Mais avec les socialistes, jamais rien n'est fini. Nous voyons bien qu'il y a un débat extrêmement violent qui est ouvert à gauche aujourd'hui, et que le président de la République est coincé entre le fait qu'enfin il réalise qu'il y a une rue qui s'est manifestée de manière calme, sereine, pacifique, mais ferme sur un certain nombre de convictions, et que de l'autre, une partie de sa majorité n'accepte pas cette reculade. C'est consternant, dit Emmanuel Cos pour les Verts. Oui, écoutez, moi, je regarde peut-être... j'ai pas à m'exprimer sur ce que pensent les Verts, j'ai à m'exprimer sur ce que je pense moi. Je pense simplement qu'on va de mensonge en mensonge, de reculade en reculade. L'année dernière, il y a eu un débat sur le mariage pour tous, que j'ai regardé avec une certaine hauteur, un certain recul, où j'ai voté contre parce que je m'inquiétais du fait que derrière vienne un texte sur la PMA, la GPA, sans pour autant avoir été extrêmement virulent sur ce sujet, et je n'ai jamais incité à ce qu'on manifeste strictement sur ce sujet. Mes craintes étaient justifiées lorsque le gouvernement a répondu non, mais la main sur le cœur, promis, il n'y aura pas l'année prochaine un texte sur la GPA, la PMA. On revient avec un texte sur la famille où, soi-disant, il ne s'agirait que du statut des beaux-parents. Nadine Morano avait proposé. Permettez-moi d'en sourire, parce que, après tout, le statut des beaux-parents, ça peut avoir un sens. Mais on savait très bien que derrière, ça cachait, et le débat ouvert entre responsables de gauche le démontre, la volonté de déposer des amendements pour revenir sur un sujet dont on disait l'année dernière que jamais il ne serait à l'ordre du jour. Mais d'une certaine manière, ce que je ne comprends pardonnez-moi, ce que je ne comprends pas dans votre position que vous venez d'exprimer, c'est au fond, je comprends l'idée de dire il y a reculade, mais maintenant que le texte est retiré, vous devriez, je parle de l'ancienne majorité, finalement être relativement satisfait aujourd'hui. D'abord, Guillaume Durand. Aujourd'hui, le président de la République a pris une sage décision. Bon, je pars du principe que dans une société où le politique doit tout faire pour qu'il y ait du dialogue, de la compréhension et pas des confrontations. Voilà, la situation de la France est extrêmement complexe aujourd'hui. On est en plein déclin économique, la fiscalité explose, des entreprises ferment tous les jours. La première préoccupation des Français, c'est l'emploi, c'est le logement. Donc l'apaisement vous va. Or, la première préoccupation, c'est de veiller à ne pas provoquer. C'est d'essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de justification à ce qu'on aille manifester dans la rue. Bon, le gouvernement, visiblement, a voulu aller dans la provocation jusqu'à l'extrême pour envoyer les gens dans la rue, espérant sans doute que ça se passe mal dans la rue et qu'il y ait des violences,
pour pouvoir dire, regardez cette droite dure, extrême, qui se comporte mal, etc. On a vu des Français pacifiques où, à mon sens, dans la rue, il y avait sans doute des gens qui manifestaient sur le problème qui touche à la famille, mais il y en avait beaucoup qui manifestaient aussi sur les mensonges répétitifs, et notamment ceux qui touchent à la fiscalité, ceux qui touchent à l'économie, ceux qui touchent à la réforme des rythmes scolaires, et vous aviez tout ça. Et aujourd'hui, de plus en plus, c'est une opération politique quand on n'a plus de majorité, quand on est à un niveau d'impopularité aussi faible, quand on veut plus écouter les Français, c'est De Gaulle qui disait « on ne peut pas gouverner sans le peuple », ni contre le peuple. Or, aujourd'hui, ce gouvernement a décidé de gouverner sans le peuple et contre le peuple. C'est pas possible, ça ne marche pas. Mais vous avez dit reculade, on a entendu. Vous avez dit aussi apaisement, on a entendu. Est-ce que vous considérez, dans la troisième version de cette affaire, que c'est une opération politique qui a été menée contre vous et qui finalement a échoué, ou aurait échoué ? Mais vous l'avez évoqué. C'est un écran de fumée de plus chaque fois qu'il y a de grands sujets qui doivent être à l'ordre du jour sur l'économie, car permettez-moi de vous dire que ce qui compte là, maintenant, tout de suite, c'est par exemple de mettre à l'ordre du jour une loi de finances rectificative. Monsieur Hollande avait annoncé un pacte de responsabilité le 15 janvier. Et puis voilà, on attaque le mois de février, on ne voit rien venir sur les premières mesures, alors que nous savons très bien qu'il y a 12 milliards d'euros d'augmentation dans la loi de finances 2014 et que de plus en plus les Français se rendent bien compte que les annonces du 15 janvier, ça n'était que de l'esbrouf, ça n'était que du mensonge une fois de plus, comme il avait promis que la croissance s'inverserait à la fin de 2013 et que le chômage serait à la baisse, une fois de plus, après les chocs de simplification, après les chocs de compétitivité, le pacte de compétitivité, le pacte de responsabilité, on se dit comment faire un écran de fumée. D'ailleurs, les plus prompts à réagir, qui étaient-ils ? C'était M. Valls, en disant, regardez, cette image est terrifiante, c'est sombre, c'est la France qu'on n'aime pas. Monsieur Péillon disant des choses tout aussi abjectes. Comment peut-on insulter des Français qui ont simplement l'intention d'aller exprimer une inquiétude dans la rue ? Mais en même temps, je vois que M. Valls, qui affiche des chiffres épouvantables il y a 48 heures sur l'immigration, avec seulement 27 000 expulsés l'année dernière, 9 000 de moins en un an et 46 000 régularisations, là, c'est-à-dire la volonté. Oui, mais c'est important. Vous permettez que je vous pose des questions, parce que si c'est un monologue, à ce moment-là... Alors, je vous pose une question, moi. Oui, posez-moi la question et après, je vous en poserai plusieurs. Je vous pose une question. Quand un gouvernement décide de régulariser 46 000 étrangers en situation irrégulière, est-ce que ça n'est pas parce qu'il sent que, comme il n'a plus d'électeurs français, il faut qu'il fabrique des électeurs étrangers ? Et est-ce qu'il ne faut pas, en même temps, essayer de tisser un écran de fumée avec notamment une loi sur la famille, pour que ça ne se voit pas trop. Mais dans la loi sur la famille que vous évoquez, puisque tout à l'heure je vous en parlais, il y a une partie de la loi qui est aujourd'hui justement sur la facilitation du divorce, c'est ce que proposait Madame Bertinotti, sur justement le statut du beau-père, tout ça, c'était aussi dans les réflexions de Nadine Morano, aussi dans les réflexions de la droite quand elle était au pouvoir. Donc évidemment, il y a une partie de la loi PMA, GPA, que vous réprouvez, mais il y a tout un aspect de la loi que vous proposiez, mais qui là tombe dans la poubelle. Puisque vous faites référence... Je reste sur ce sujet, après on va passer à l'économie, mais... Puisque vous faites référence à cette réflexion, puisque vous-même vous utilisez le mot réflexion, Guillaume Durand, sur le statut de beaux-parents, nous avions effectivement une réflexion d'engagé sur le statut qu'un tel ou une telle pouvait avoir dans la famille. Ou l'adoption même. C'était la réflexion. Pourquoi il faut une grande phase de réflexion ? Justement pour qu'il n'y ait pas une incompréhension de la part des Français qui fasse que nous ayons une partie des Français contre une autre avec ceux qui descendent dans la rue. La France n'a pas besoin aujourd'hui de confrontation. La France a besoin d'être unie au service de l'intérêt général, de redevenir patriote pour relancer notre production industrielle, etc. Donc oui, notre manière de mener la politique a toujours été la réflexion par le dialogue, pour qu'on essaie de s'écouter, de se comprendre, avant d'arriver à des incompréhensions qui conduisent à la situation... J'ai plusieurs petites questions. D'une manifestation qui a été un succès, de toute évidence, et d'un gouvernement qui va de reculade en reculade.
Alors, plusieurs petites questions, il nous reste 2 minutes 30. Maury Ducrot, est-ce que vous considérez qu'Arnaud Montebourg, puisqu'il y a une décision qui doit intervenir dans les heures qui viennent, joue bien ou pas? Puisqu'il est un peu à la place que vous avez occupée, c'est-à-dire celle de l'industrie. La CFDT, Renac l'a signé. Arnaud Montebourg a repris tout ce que j'avais initié, c'est-à-dire les états généraux de l'industrie, les politiques de filière, pour essayer de défendre la production française. Le seul problème, c'est que moi, j'avais l'avantage d'être soutenu par un président de la République et un Premier ministre qui m'ont donné des moyens pour tripler l'impôt recherche, le crédit impôt recherche, mettre en place un fonds souverain avec le fonds stratégique d'investissement pour soutenir. Bon, aujourd'hui... Vous considérez qu'il n'est pas soutenu, Montebourg? Aujourd'hui, lorsque je vois les résultats, je veux simplement rappeler qu'en 2010, pour une usine qui fermait, il y avait une création d'usine. Aujourd'hui, pour 2 usines qui ferment, il n'y en a qu'une qui ouvre. Ça veut dire que Arnaud Montebourg n'est pas écouté, n'est pas entendu, n'est pas soutenu sur la nécessité de défendre la production française, tant et si bien qu'on a préféré augmenter la TVA de 3% sur de l'emploi non délocalisable au 1er janvier dernier, les transports, la collecte des ordures ménagères, la filière agroalimentaire, etc., plutôt que de baisser les charges des entreprises. Il n'est pas entendu par le président de la République? Non, il n'est pas entendu par le président de la République, il n'est pas entendu par le Premier ministre. S'il était entendu, aujourd'hui, on soutiendrait la production française, puisque M. Montebourg n'arrête pas de dire qu'il faut soutenir la production française, c'est-à-dire de reprendre la théorie que je n'ai cessé de défendre, selon laquelle je pense que la France doit faire une certaine forme de protectionnisme en veillant à ce que les pays qui importent de régions qui ne produisent pas dans les mêmes conditions environnementales et sociales que les nôtres soient sanctionnés par une TVA haute et qu'on ne touche pas, par contre, au pouvoir d'achat des Français dont on a besoin pour soutenir la consommation, qu'on baisse les charges des entreprises françaises pour qu'elles puissent mieux résister en termes d'exportation et de vente de production français. J'ai une dernière question à vous poser concernant Nicolas Sarkozy. C'est une question que vous connaissez, parce qu'on vous la pose souvent, mais c'est vrai qu'elle se pose à tous ceux qui nous regardent, qui nous écoutent depuis des mois. Il y a les statuts de l'UMP, il y a des primaires. Votre candidat Nicolas Sarkozy, visiblement, n'en souhaite pas. Comment tout ça va à un moment s'imbriquer, si ça s'imbrique? Nous sommes 3 ans avant. Oui, mais qui sait de quoi sera la situation? Mais l'échéance, dans un mois, c'est les élections municipales. Et puis nous verrons quel sera l'état des lieux après. Maintenant, si vous voulez que je vous dise ma part de vérité... Brièvement, parce qu'il nous reste 30 secondes. En 30 secondes, aujourd'hui, de toute évidence, il y a un leader naturel et moral qui se dégage chez nous. C'est Nicolas Sarkozy. Automatiquement... Si jamais la situation démontre que le seul capable de nous permettre de reconquérir le pouvoir est Nicolas Sarkozy, vous verrez que plus personne ne posera la question des primaires. Merci Christian Estrosi d'être venu ce matin. Donc, je rappelle que vous êtes maire de Nice et que vous avez été ministre de l'Industrie, justement, dans un gouvernement de Nicolas Sarkozy, dont Nicolas Sarkozy, pendant que la présidence de Nicolas Sarkozy. Bonne journée à vous. L'expression est sincère comme tous les matins.